Alors je suis effectivement juriste et ça veut dire que sur la question de la paix, je regarde la même chose. On partage l'objet, mais on ne partage pas les méthodes. Et dans une certaine mesure, on cherche à partager peut-être le vocabulaire, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas et que ça peut provoquer un certain nombre de difficultés, alors académiques, mais aussi parfois opératoires. Alors, je précise d'emblée que si j'ai une sorte de passion inavouée pour la philosophie, c'est une passion tout à fait profane, et j'ai pu mesurer l'écart entre le dilettante et le professionnel en entendant les différentes communications, mais également en discutant avec les différents intervenants lors des repas. Donc, c'est avec un vrai sentiment d'imposture, en fait, que je prétends mener ces conclusions. J'ai beaucoup appris pendant ce colloque, de sorte que j'ai essayé de condenser dans cette synthèse beaucoup trop de choses, au risque finalement d'être beaucoup trop long. Je prendrai comme point de départ le constat formulé par Ninon Granger en inauguration de ce colloque sur le déséquilibre du discours académique sur la guerre d'un côté, discours abondant, et sur la paix de l'autre, discours, je crois, tu as dit, invisible. C'est une observation que j'avais faite moi-même, et dans l'introduction de ma thèse, j'avais cette phrase de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker qui disait « La sortie d'un conflit a toujours été moins étudiée que ses commencements ». Plus que le constat statique, les années que j'ai consacrées à travailler sur la question de la paix m'amènent à un autre constat plus déroutant, qui est celui d'une dynamique défavorable à l'étude de la paix. Valérie Prague dénonçait ce matin l'idée, ou en tout cas la crainte, que les réflexions sur la paix puissent être perçues comme une sorte de douce spéculation, un travail de rêveurs idéalistes, par opposition aux gens sérieux qui étudient une question sérieuse, qui est celle de la guerre. Ce constat, de mon point de vue, a été renforcé à partir des années 90 par l'idée de la victoire définitive du libéralisme après la chute du bloc soviétique et l'impossibilité désormais des guerres sous l'emprise d'une interprétation tout à fait optimiste des prophéties de Francis Fukuyama. Le monde devait désormais évoluer à l'abri des conflits majeurs qui devraient seulement régler de façon très épisodique des conflits mineurs dans différentes régions de la planète. Si bien que lorsque, en 2006, j'ai commencé mes recherches doctorales sur la question des traités de paix, le projet a été accueilli avec une forme d'indifférence polie par les juristes qui m'ont expliqué qu'il ne présenterait plus aucun intérêt pratique, tout au plus un intérêt documentaire et historique. Alors l'avenir, malheureusement, a donné raison à ceux d'entre nous qui ont continué à travailler sur la paix, et je me réjouis pour cette raison, en plusieurs titres, d'être associé à ces travaux et plus encore de l'existence de l'Institut pour la paix qui me paraît une excellente initiative et une très belle création. J'en viens peut-être au fond, penser la paix. Alors c'est une formulation de philosophe. Le juriste ne formulerait pas les choses ainsi et donc c'est avec beaucoup de prudence que je vais essayer de conclure une réflexion sur ce qu'implique penser la paix. Alors, à la lumière des interventions des deux journées, je crois que penser la paix implique des considérations de deux ordres. Les premières, qui posent le problème de sa définition, et les deuxièmes, qui posent les problèmes de son organisation, de son avènement et de sa conservation. Le problème de la définition est crucial, puisque définir la paix, c'est définir la finalité que l'on se propose d'atteindre. Évoluer sans une définition satisfaisante de la paix, c'est prendre la route sans savoir dans quelle direction on veut aller. Donc la question de la définition me paraît primordiale. Mais travailler sur la paix, c'est aussi se poser la question de savoir, une fois qu'on a identifié ce qu'elle est, comment la faire advenir. Et ça pose cette fois la question non plus de la finalité, mais des moyens. Donc, je structurerai ces conclusions autour d'un plan et d'une double question qui ne correspond peut-être pas aux standards de l'agrégation de philosophie, mais que mes maîtres de l'agrégation de droit ne désavoueraient pas, je l'espère, en opposant d'un côté la question de la notion de paix à, d'un autre côté, la question de son régime. Alors, la première partie porte sur la notion de paix, c'est-à-dire la définition de la paix comme finalité de l'action internationale. Alors les juristes ont un adage,
omnis definitio periculosa est. Il est dangereux de définir. Définir, c'est délimiter, c'est enfermer, c'est exclure, pour le présent et potentiellement pour l'avenir, alors que le monde est changeant. Mais ne pas définir pose d'autres problèmes. C'est potentiellement employer des mots vidés de tout contenu propre et que l'on laisse à chacun le droit de faire un libre usage et peut-être un libre dévoiement. Le refus par la Russie de désigner comme une guerre son opération militaire spéciale en Russie est une marque de ce détournement et un refus du sens scientifique des mots. Notre œuvre scientifique est donc ici, même d'un point de vue purement définitoire, aussi politique, en ce sens où elle vise à interdire le détournement opportuniste des concepts par les acteurs internationaux. Alors ce travail de définition demande un effort et il demande peut-être de rompre en première intention avec l'idée qu'il est facile. Je cite souvent dans mon cours cet extrait de l'Agenda pour la paix, qui est un document publié par le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, et qui a cette phrase que chacun ici appréciera, je cite mot pour mot, « Le concept de paix est facile à saisir ». Alors, sans doute que l'affirmation peut ne pas poser problème si on en discute entre amis au coin du feu. Si elle est formulée par le principal fonctionnaire d'une organisation dont la seule mission est de maintenir, de rétablir et de pérenniser la paix, peut-être que cette intuitive évidence mérite d'être questionnée, surtout si on constate que l'organisation, depuis 70 ans, depuis 80 ans maintenant, échoue à réaliser son objectif. Peut-être que, précisément, il y a une forme d'illusion et de mauvaise appréhension de la mission à réaliser. Plusieurs interventions de ce colloque ont montré la difficulté à saisir le concept de paix, et pour synthétiser, je dirais qu'il nous confronte à trois problèmes. Un problème lexical, qui a un rapport au signifiant, un problème conceptuel, qui se rapporte au signifié, et un problème axiologique, qui se rapporte à notre représentation de la valeur morale du signifié. Donc je traite successivement le problème lexical, le problème conceptuel et le problème axiologique. Alors le problème lexical a émergé principalement dans la communication de Thomas Hippler, qui a évoqué le problème de traduction et d'apairement en fait entre le concept d'eirénée en grec et le concept de paix. Dans quelle mesure est-ce que l'on peut supposer que ces deux concepts signifient la même chose, à la fois d'un point de vue objectif et en termes de représentation et d'imaginaire suscité par l'emploi des termes? Je crois que c'est là aussi une facilité dont on doit se priver a priori que de supposer que les mots dans une langue ont leur équivalence dans une autre. Aujourd'hui, alors je veux bien admettre que paix en français, que peace en anglais, que paz, que pace en espagnol et en italien ont une origine et un imaginaire commun et que leurs évolutions ont certainement seulement été la traduction de variations dialectales inhérentes à la répartition géographique. Par contre, est-ce que l'on peut dire la même chose à propos du Frieden germanique, du Hera japonais ou du salam arabe? Est-ce que lorsqu'on emploie ces mots, qui sont utilisés comme synonymes du mot paix dans les dictionnaires, est-ce que véritablement leur étymologie, est-ce que leur champ lexical, est-ce que leur champ sémantique recouvre exactement et suffisamment celui du mot paix lorsqu'un Français l'emploie? Je crois que là aussi, ce sont des questions qui doivent être abordées et on discutait hier avec Thomas précisément d'une méthode et peut-être d'un programme qui nous permettrait de croiser, de confronter les différents termes et les différentes acceptions du terme à travers différentes aires linguistiques et géographiques. Le questionnement n'est pas seulement académique, puisque j'en parle en tant que juriste, c'est que l'un des enjeux du droit international est de définir des règles communes, c'est-à-dire de formuler des énoncés lexicaux, des énoncés linguistiques, qui sont porteurs de règles que chacun doit respecter. Or, si l'on veut que la règle soit commune, il faut que l'entendement de la règle soit partagé. Or, la pluralité des langages est un obstacle à cela, et c'est faire œuvre de paix que d'essayer de véritablement essayer de rapprocher les sens. Il faut travailler sur le concept de paix, mais je crois qu'à plusieurs reprises,
Une autre question s'est posée, c'est la question du voisinage du mot paix. C'est-à-dire que définir le mot paix implique aussi de définir ses mots voisins. D'un côté, c'est quasi synonyme. Je crois qu'il est primordial pour définir la paix de définir l'amitié, la réconciliation, la sécurité, le bon voisinage, qui font l'objet d'emplois fréquents et qui pourraient, par une espèce de délimitation de leurs champs respectifs, permettre de mieux comprendre ce qu'est et ce que n'est pas le concept de paix. Il est aussi tout aussi important, je crois, de définir les antonymes au mot paix, la guerre, le conflit armé, la violence, le génocide, puisque là aussi, l'emploi mal informé ou opportuniste d'un terme pour l'autre empêche certainement de concevoir une réaction politique commune et idoine. Bref, pour conclure sur la question linguistique, je crois qu'ici, plus qu'ailleurs, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je suis convaincu qu'en tout cas, formaliser la pluralité des termes, c'est se donner la liberté de la nuance des concepts. Et j'en viens donc au problème conceptuel de la paix. Et pourquoi il est important, à mon sens, de la séparer des notions voisines, et notamment de la notion voisine d'amitié. Alors, Ninon Granger, en introduction du colloque, est revenu sur cette distinction canonique entre paix positive et paix négative. Alors, la paix négative, c'est la définition de la paix comme absence de guerre. On la trouve très classiquement chez tous les grands auteurs du droit des gens et chez les auteurs du droit international. Alberico Gentili nous dit « la paix, c'est l'absence de guerre ». Définition négative pure. En contrepoint, Johan Galtung propose une définition positive qui nous dit que la paix, c'est la coopération, l'absence de peur, l'absence de besoin, la présence de développement, l'égalité, la justice, le pluralisme, parmi un certain nombre d'autres critères. Alors cette définition positive de la paix est absolument enthousiasmante à plusieurs égards, puisqu'elle semble extraire la paix de l'ombre d'une définition en creux en lui donnant une substance propre. Pourtant, je dois avouer que, pour ma part, j'ai un problème avec cette approche, après y avoir adhéré pendant longtemps. J'aurais soulevé deux difficultés. La première, c'est que la définition positive de la paix me paraît exagérément ambitieuse et largement utopique. C'est-à-dire qu'elle fixe un objectif qui est inatteignable au niveau mondial dans un horizon raisonnable. Si la chose est enthousiasmante, le chemin à faire pour l'atteindre est quant à lui désespérant. Et il peut entretenir une forme de découragement, voire une forme de désengagement de la part des acteurs auxquels on fixe une barre si haute qu'ils n'ont plus aucune prétention à la franchir. La paix, comme absence de guerre, dans un contexte comme celui dans lequel on vit actuellement, serait déjà une remarquable réalisation. Et peut-être qu'on peut se rappeler de l'adage « qui trop embrasse mal étreint » et qu'à se donner un objectif trop vaste, peut-être qu'on risque de disperser nos efforts, comme j'ai parfois pu en avoir le sentiment, mais ce n'est pas forcément un champ que je connais très bien, mais quand j'ai voulu parcourir les journaux sur les Peace Studies, avec véritablement un éparpillement de la recherche dans des domaines tellement variés qu'on peine à y trouver une unité conceptuelle, pour ne pas dire une unité pratique en termes de réalisation diplomatique. La deuxième difficulté inhérente à une conception positive de la paix tient au fait qu'elle rompt le couple que la guerre forme avec la guerre, que la paix forme avec la guerre. Si on retient une définition de la paix qui n'est dès lors plus une simple absence de guerre, il n'y a plus de bascule mécanique de l'un à l'autre. On peut avoir une situation qui n'entre ni dans la définition de la guerre, ni dans la définition de la paix, et on peut se retrouver avec des situations qui sont dans un entre-deux qui n'est ni guerre ni paix. Cela imposerait de concevoir un troisième terme, ce qui est aussi un problème de lexique, c'est-à-dire qu'il y a un mot manquant dans le lexique international pour désigner cet entre-deux. Et je crois que ce n'est pas seulement un problème de mots, que c'est un problème de structure juridique et sociale. Le droit international ne contient pas de régime pour régir les situations intermédiaires entre la guerre et la paix. Le droit international contemporain s'est construit autour de la dualité guerre-paix,
Depuis Cicéron, qui écrit dans sa 8e Philippique « Entre la guerre et la paix, il n'y a pas de milieu ». Grotius, qui écrit « Un droit de la guerre et de la paix ». Il n'y a pas de troisième terme. Et on retrouve encore chez plein de juristes, chez Arnold McNair par exemple, un juriste britannique, l'idée qu'entre la paix et la guerre, there is no halfway house. Donc la conception tripartite qu'implique une conception positive de la paix ne trouve pas d'écho dans la structure politique et juridique du monde. Et elle ne rend pas compte en fait de la pratique diplomatique. Si on regarde par exemple la pratique des traités de paix, j'avais envisagé cette question en me demandant ce que les diplomates ont à l'esprit comme concept lorsqu'ils concluent un traité de paix. On fait un traité pour établir la paix. Si on lit les clauses, on doit se dire c'est ce qu'un diplomate se dit, ceci est la paix. Et quand on étudie le contenu des traités de paix, je ne vais pas approfondir parce que sinon ça demanderait beaucoup trop de temps, mais quand on étudie le contenu des traités de paix, on ne trouve pas d'éléments de paix positive. Le deuxième endroit où la conception tripartite me paraît ne pas trouver d'écho, c'est dans l'œuvre des Nations Unies. Les Nations Unies divisent leur action en deux temps. Le premier temps, c'est le rétablissement de la paix, et le deuxième temps, c'est la consolidation de la paix. Le rétablissement de la paix, lorsqu'elle a été rompue, est considéré comme suffisamment achevé au moment où les belligérants ont renoncé à l'emploi aux armes. C'est-à-dire que l'absence de guerre est diplomatiquement suffisant pour définir une situation de paix. Ce qui arrive dans un deuxième temps, c'est le déploiement de missions de consolidation de la paix. Pour la renforcer, pour la rendre durable, pour la rendre meilleure. Mais cette consolidation de la paix est une sorte d'adjectif au mot paix. C'est quelque chose qui s'y ajoute, mais qui ne participe pas, je crois, de sa substance. Une paix fragile, une paix non consolidée est une paix quand même. Au sens du droit, en tout cas, c'est peut-être très limitatif, mais une paix fragile, c'est déjà une paix dans laquelle je n'ai plus le droit de tuer l'autre. Et c'est beaucoup. Donc peut-être que certains concepts ont vocation à être pensés par couple. On peut penser à l'anecdote de Lévi-Strauss sur le cru et le cuit, on peut penser au normal et au pathologique, on peut penser à un certain nombre de choses et à certaines notions qui n'ont de sens que par comparaison et en creux d'une autre. Et peut-être, au fond, que ça ne doit pas être un problème. Par contre, vouloir maintenir le couple guerre-paix ne veut pas dire, je crois, que c'est le seul couple qui doit valoir. Je crois qu'il y a un autre couple que l'on pourrait valoriser à travers le travail lexical que j'évoquais précédemment, c'est le couple paix-amitié. Une fois qu'on est passé de la guerre à la paix, dans une conception minimale, donc négative, je crois qu'il y a un travail considérable pour développer l'amitié entre les peuples. Et ça, c'est adossé à la pratique diplomatique, puisqu'on trouve de nombreux traités d'amitié entre les États. Et les traités d'amitié se concluent très souvent après les traités de paix. Donc il y a peut-être, dans cette distinction conceptuelle, le moyen de ne plus faire supporter au seul mot paix deux acceptions qui sont peut-être trop éloignées l'une de l'autre pour être opératoires. Donc, j'en reviens à mon observation précédente sur l'importance du travail lexical et notamment d'envisager non pas la paix à elle seule, mais la paix dans un écosystème linguistique qui permette de nommer convenablement les choses pour les rendre opératoires. Le troisième point qui me paraît important sur la notion de paix et qui est en lien avec à la fois le lexique et le concept, c'est sa charge axiologique. À supposer même qu'on s'accorde sur le mot, il n'est pas certain qu'on s'accorde sur la chose, et si on s'accorde sur la chose, il n'est pas certain qu'on soit tous d'accord sur sa valeur. Est-ce que l'imaginaire qui s'attache au concept de paix dans les différentes régions du monde et aux différentes périodes est univoque ? Et je crois qu'il y a un risque peut-être pour l'Institut pour la paix et pour chacun d'entre nous, c'est que globalement, je crois qu'on considère tous que la paix est une bonne chose. Or, le monde est plein de gens qui ne sont pas d'accord. Alors, on en trouve des traces dans la philosophie. Hein. Beaucoup d'auteurs ont défendu la vertu morale de la paix. Je pense à Hegel notamment.
Et on trouve chez Kelsen, justement, un assez long développement sur la paix en tant que valeur universelle. Kelsen questionne le non-cognitivisme éthique et dit « Est-ce qu'il y a une valeur qui soit susceptible d'être partagée par tout le monde ?» Et il dit « S'il y en a une, c'est la paix. » Et il conclut que même cette valeur n'est pas universelle. Alors il se base sur les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la discorde. » Donc, de même qu'il est problématique de tenir la définition de la paix pour une évidence triviale, pour une facilité, peut-être qu'il y a un intérêt aussi à discuter, à mettre en débat le fait que la paix est une valeur positive. Alors évidemment, pas pour défendre le contraire, mais pour intégrer à nos réflexions sur la paix la représentation de schémas mentaux absolument opposés aux nôtres et dans laquelle la paix pourrait être considérée comme une vertu absolument positive. On peut penser aux travaux de Max Weber, alors pas sur la guerre, mais sur les vertus de la concurrence, ou de Schumpeter sur la destruction créatrice. Ce sont des manifestations dans lesquelles la destruction et la lutte sont des valeurs positives et de construction. Et je crois que là aussi, il y a de notre part une forme d'imaginaire à déconstruire. Bref, que ce soit sur le plan lexical, conceptuel ou axiologique, j'ai l'impression que le concept de paix demande encore, en tout cas pour moi, à être pensé, et que ce projet de penser la paix est une très belle initiative, mais c'est le début du chemin et peut-être pas son aboutissement, comme assez souvent à la fin des très bons colloques. Donc c'est une conception, là aussi, peut-être pour citer du Nietzsche, qu'il convient de ruminer. J'avais bien aimé cette expression. C'est une idée qu'il convient de ruminer longuement, qu'il convient de ruminer peut-être éternellement pour l'élucider progressivement et peut-être en fixer le sens et lui donner une dimension opératoire en philosophie, en droit et en sciences politiques. Voilà pour mes observations sur la notion. Maintenant, j'en viens à quelques observations sur le régime, donc les moyens de la paix. Alors, plusieurs contributions au cours de ce colloque ont abordé la question des moyens et des étapes de la paix. Si je synthétise, si je généralise, l'avènement de la paix repose sur deux modèles, a priori contradictoires, mais peut-être aussi complémentaires. Le premier modèle, c'est le modèle de la paix par la force, si vis pacem para bellum. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la paix par le droit. Alors les deux modèles sont largement opposés, mais ils ne sont pas sans rapport. Et la paix par le droit, notamment, n'est pas sans incorporer certains éléments de paix par la force dont il faut être là aussi conscient. La paix par la force repose sur l'existence dans l'ordre social d'une force politique suffisamment puissante pour dissuader toute velléité de concurrence. En pratique, ça peut se manifester de deux façons. La première, c'est ce qu'on appelle communément la paix par l'empire. Un État ou une entité politique s'érige comme suffisamment forte à elle seule pour imposer sa condition de paix à tous les autres. C'est le modèle assez classique qui a été évoqué tout à l'heure de la Pax Romana. C'est la tentation plus tard du Saint-Empire romain germanique, de la dynastie des Habsbourg, puis de l'Empire napoléonien. C'est la tentation sans doute aujourd'hui, depuis presque 2 siècles maintenant, des États-Unis, dans le rôle qu'ils estiment avoir par rapport au reste du monde. Et si Donald Trump a réhabilité dans sa campagne le vocabulaire de la paix par la force, de peace through force, c'est certainement une reprise de cette vision de la paix à travers la domination d'un acteur sur les autres. Donc le modèle de paix par l'Empire est aussi sans doute ce qui est à l'arrière-plan du modèle d'État mondial, même républicain, comme Maï Cohen l'a évoqué à propos de la pensée de Kant. C'est sans doute, même dans une forme républicaine, néanmoins un modèle qui est un héritage d'une vision impérialiste de la paix. Deuxième modèle de paix par la force, et qui est déjà un premier pas, un premier tempérament
vers la paix par le droit, c'est une paix par la force qui n'est plus une paix impériale, mais qui est une paix en quelque sorte déconcentrée, décentralisée, fondée sur un système d'alliance entre unités politiques indépendantes. C'est cette fois le modèle westphalien. Un modèle de paix dans lequel une pluralité d'acteurs s'entend et s'organise pour faire en sorte que précisément aucun d'entre eux ne puisse devenir assez puissant pour résister à l'alliance des autres. C'est le modèle du concert européen à partir de 1648, c'est le modèle de la Sainte Alliance à partir de 1815. Dans ces deux cas, l'idée n'est pas de dire qu'un État va imposer la paix aux autres, c'est de faire en sorte qu'aucun État ne soit plus en mesure d'imposer sa paix aux autres. Et le problème, c'est que ce modèle de paix westphalien est un modèle fondamentalement et paradoxalement polémique. C'est-à-dire que c'est un système de paix par la force qui est d'abord un système de rapport de force. Donc ces modèles de paix par la force, dans tous les cas, sont toujours conçus comme un rapport de force dans lequel chaque acteur s'abstient de faire la guerre, non pas en vertu d'un principe supérieur qu'il pense devoir respecter, mais simplement par l'impossibilité matérielle de mener une guerre victorieuse. Il n'y a donc dans la paix par la force aucune valeur morale. C'est une impossibilité pragmatique. La paix par le droit, au contraire, repose sur l'affirmation d'un principe moral et politique de condamnation de la guerre, qui va se traduire par un ensemble de mécanismes juridiques destinés à empêcher l'emploi de la force armée. Alors, la paix par le droit se décompose en plusieurs variantes, des variantes purement normatives, où on va définir des règles du jeu, en espérant que ces règles du jeu seront suffisantes pour espérer que les acteurs s'y conforment spontanément. C'est l'œuvre du courant du droit naturel, c'est l'œuvre notamment de Grotius, de Pufendorf, de Vattel, de Wolff, qui fixe un cadre exclusivement juridique, qui fixe des règles. Ce cadre va être complété chez d'autres auteurs que les juristes ont du mal à considérer comme des juristes. Pour le coup, on les renvoie du côté des sciences politiques ou de la philosophie. Ce sont les auteurs qui vont proposer des variantes de paix par le droit qui ne sont plus seulement normatives, mais institutionnelles. Benjamin Boursier a présenté les propositions de Jeremy Bentham consistant à créer un tribunal pour la paix. Et la pensée de Jeremy Bentham, à cet égard, n'est que le prolongement de dizaines de projets de paix dans lesquels beaucoup d'auteurs, par exemple Émeric Crusset dans Le Nouveau Ciné, propose la création d'assemblées parlementaires qui auraient pour fonction de poser des règles et d'arbitrer les différends entre les souverains de manière à prévenir le recours à la force. Donc ce modèle institutionnel est bien connu et il va avoir une forme de succès. C'est bien ce modèle institutionnel qui, au XIXe siècle, va être repris par le mouvement militant américain de la paix par le droit et qui va aboutir à la création de la Cour permanente de justice internationale en 1899. Et c'est bien ce modèle que Kelsen va reprendre, ça a été présenté par Emmanuel Pasquier, dans son projet Peace Through Law de 1944, dans lequel il demande une structure internationale organisée autour d'un tribunal international. Alors certainement, le modèle de paix par le droit institutionnel n'a pas entièrement porté ses fruits et le modèle de Kelsen n'a pas entièrement produit les effets qu'on pouvait en espérer. Mais c'est peut-être un jugement sévère quand même. Si on regarde l'état actuel de l'ordre international, des tribunaux internationaux existent déjà. C'est-à-dire que depuis un siècle, on a quand même un progrès qu'il ne faut pas minimiser. Des tribunaux existent déjà, la Cour permanente d'arbitrage, la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer, la Cour pénale internationale, sans même parler des juridictions locales, Cour européenne des droits de l'homme, Cour africaine des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Donc les tribunaux internationaux existent et sont nombreux. Et d'une manière générale, ces tribunaux jouent le rôle qu'on leur prêtait. Ils préviennent les guerres en réglant de manière anticipée les différends qui auraient pu entraîner un recours à la force, et ils répriment les guerres, soit en réglant les problèmes de réparation entre États, soit en condamnant les individus qui ont violé les lois de la guerre.
Donc le système institutionnel de la paix par le droit est déjà en place. Il faut seulement, je crois, être plus précis et cibler ses défauts actuels. Alors, sans doute qu'il y en aurait plein. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est le caractère non obligatoire de la compétence des juridictions internationales. Aujourd'hui encore, les États doivent consentir à l'existence des juridictions, et c'est seulement dans la mesure où ils ont consenti que les juridictions peuvent juger les affaires. Or, il faut admettre que les États sont assez peu friands de la compétence des tribunaux internationaux. Je rappelle que la France, qui pourtant essaye d'avoir une diplomatie fondée sur le droit, n'a toujours pas accepté la compétence de la Cour internationale de justice. Donc le premier problème, c'est l'acceptation de la compétence des tribunaux internationaux. La deuxième question, c'est la question de l'exécution des décisions de justice une fois qu'elles sont rendues. Il n'existe pas d'organe qui a pour mission d'assurer l'effectivité des décisions de justice. Ce qui fait qu'on a un modèle institutionnel de paix par le droit relativement fonctionnel, mais néanmoins paralysé par ces deux défauts. L'accès au juge n'est pas obligatoire, et même si la décision du juge est obligatoire, on n'est pas certain d'en obtenir la concrétisation. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que ces deux problèmes ne sont pas des problèmes juridiques, ce sont des problèmes politiques. Juridiquement, régler les deux problèmes, c'est l'affaire de moins d'un quart d'heure, dès lors qu'il existerait une volonté politique d'aller dans cette direction. Donc la réalisation d'un modèle très ambitieux de paix par le droit n'est pas si lointain. Il faut juste franchir les dernières étapes et poursuivre le travail de définition du droit qui sera appliqué par ces tribunaux. Mais quand on regarde l'état du droit international il y a un siècle, on a quand même j'ai quand même la faiblesse de penser que le plus dur a été fait. Il reste peut-être à transformer l'essai. Alors, tout en voulant consolider, et je terminerai par ce point, tout en voulant consolider le modèle de paix par le droit, je crois aussi qu'il ne faut pas en être dupe. En tout cas, qu'il ne faut pas en être exagérément dupe. Et s'il est flatteur pour un juriste de voir que les philosophes prennent au sérieux le droit en tant que moyen de réaliser la paix, peut-être qu'il se croit en devoir d'attirer l'attention sur le fait que le droit est loin d'être une réponse à tout et qu'il peut faire l'objet de mésusages assez graves. Je conclurai en signalant 3 limites importantes de la paix par le droit. La première limite, qui me paraît fondamentale, c'est le fait que la paix par le droit n'est pas un système de pacification totale. C'est une contradiction qu'il faut garder à l'esprit, que les philosophes connaissent très bien à travers la contradiction pascalienne. La justice a besoin de la force pour se maintenir. Une justice sans force, c'est une justice absente, et une justice absente, c'est une justice qui laisse le champ libre à la force brute. De sorte que le droit ne doit pas seulement être juste, il doit aussi être fort. C'est pour ça que Maïlekan nous a dit que Kant appelait de ses voeux une paix certainement perpétuelle, mais aussi une paix armée. Kelsen, ardent lecteur de Kant, aboutit à la même conclusion. Kelsen établit une distinction entre état de droit et état de paix. Et Kelsen dit très clairement que l'état de droit n'est pas un état de paix. Au contraire, dit Kelsen, le droit est par définition un ordre de contrainte. Et la contrainte pour Kelsen, c'est la contrainte physique, c'est la violence. Y compris dans les rapports entre États. La paix par le droit est donc une paix dans laquelle la société internationale et les États doivent être en mesure d'employer la force armée contre ceux qui prétendent violer ces règles. Ne pas reconnaître de droit à l'emploi de la force dans la société internationale, ce ne serait pas faire la paix, ce serait simplement donner le champ libre à ceux qui veulent faire la guerre. Donc le droit contient une part irréductible de violence qui fait que la paix par le droit est un objectif souhaitable dans son principe, mais qui contient une part d'autocontradiction. La deuxième limite
et elle a été soulignée par Valérie Pratt dans son introduction, tient à la distinction entre paix par le droit et paix par les tribunaux. Aujourd'hui, on voit se multiplier les recours devant la Cour internationale de justice et devant la Cour pénale internationale, dont on attend un petit peu trop de choses sans doute. Il y a une distinction, et c'est ce que disait Valérie ce matin, entre juridiciser, c'est-à-dire subordonner au droit, et judiciariser, c'est-à-dire soumettre à l'appréciation d'un tribunal. L'un n'implique pas l'autre. Le juge est une figure du droit, certainement, mais le juge n'est pas la seule figure du droit. La Cour internationale de justice a répété à plusieurs reprises que le règlement par les tribunaux n'est qu'un succédané au règlement amiable. Le mode normal des relations internationales, le mode normal de règlement des désaccords en droit international est la négociation. Et le fait de vouloir soumettre systématiquement au juge la question de la guerre et de la paix aboutit aussi à déformer et à dégrader la qualité des rapports internationaux. Le règlement amiable présente un certain nombre d'avantages, en ce sens qu'il permet aux belligérants de trouver une solution qui leur convient et qui ne soit pas une solution imposée de l'extérieur et qui peut-être ne convient à personne. Le règlement amiable a une autre vertu, c'est qu'il met en contact directement les diplomates entre eux. Édouard Jourdain parlait hier de la diplomatie anarchiste et de l'importance de créer des relations entre les diplomates, des relations aussi étendues que possible. Et ça aussi, ça passe par la négociation. Si on passe par les tribunaux, il n'y a plus de dialogue entre diplomates, il y a seulement des plaidoiries entre avocats. Et au niveau de la sociologie du rapport de pacification, ce n'est plus du tout la même chose. Enfin, et c'est un positiviste radical qui vous dit ça, la négociation a une dernière vertu, c'est qu'elle permet d'échapper au droit. Le juge se borne à une application stricte de la loi. Or, les négociateurs ont, eux, la possibilité de trouver une solution aux marges du droit strict. Et ça m'amène à ce qui sera sans doute, à ce qui sera ma conclusion, promis. C'est peut-être ne pas se tromper sur le fonctionnement du droit lorsqu'on parle d'un modèle de droit international et plus encore un modèle de paix par le droit. Cette mécompréhension de la fonction et du fonctionnement du droit est assez connue dans les facultés de droit. En tout cas, on essaye de mettre en garde les étudiants dès la première année. Ils l'oublient par la suite. Ce risque, c'est le risque du panjurisme ou du panjuridisme, pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier. Le panjurisme désigne la propension du juriste à saisir l'intégralité des phénomènes sociaux par le prisme du droit et de penser que le droit est le mode le plus abouti de résolution des désaccords. Cette idée de la pertinence du droit peut paraître évidente, mais en réalité, elle traduit une méconception fondamentale quant à la nature du droit. Le droit est obligatoire. Le droit n'est pas impératif, ou rarement. Et cette distinction emporte une nuance extrêmement importante quand il s'agit d'organiser et surtout de rétablir la paix. Qu'on m'autorise ici un exemple tout à fait trivial. Imaginons que l'un d'entre vous brise mon téléphone. En vertu du Code civil français, j'ai un droit à indemnisation. C'est-à-dire que si on va devant le juge, celui d'entre vous qui a brisé mon téléphone va devoir me payer le montant correspondant exactement à la valeur de mon téléphone. C'est un mode de règlement juridique. Pourtant, ce n'est pas le seul mode de règlement possible. On pourrait, par accord, convenir de 1000 autres solutions. On pourrait décider, d'une part, que vous ne me devez rien. Je prends un exemple encore plus trivial. Vous allez chez un ami pour un repas, vous cassez un verre, vous dites pardon et ça s'arrête là. Alors qu'en droit, il a le droit de vous demander réparation. Donc, le droit donne à votre ami le droit à réparation de son verre, mais vous avez le droit de renoncer à votre propre droit.
On peut convenir d'une indemnisation partielle, c'est-à-dire que mon téléphone vaut 500 €, mais comme je vous aime beaucoup, on va dire que vous me paierez que 50 € parce que c'est comme ça. Et on peut convenir de plein d'autres solutions. Vous viendrez faire le jardinage chez moi dimanche, on passera un bon moment et tout sera oublié. Avoir une vision trop stricte du droit, c'est se priver de toute créativité dans les solutions. Le juge n'est pas créatif. Le juge est la bouche de la loi. Le juge accordera à la victime seulement son droit, mais tout son droit, par principe. Le juge ne tempérera pas. La négociation, au contraire, permet d'utiliser ce que Isabelle Delplat a appelé dans sa dernière communication, et qui est tout à fait exact, la disponibilité du droit. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont indisponibles, dont les belligérants ne peuvent pas disposer librement, mais la quasi-totalité des règles internationales sont des règles disponibles, dont on peut disposer, auxquelles on peut renoncer, qu'on peut aménager, qu'on peut tempérer. La place du pardon dans la justice transitionnelle, en échange de la reconnaissance du crime, n'est pas ce qui est prévu par le droit international, n'est pas ce qui est prévu par le droit international de la responsabilité, mais est parfaitement possible dans les interstices de la règle de droit. C'est-à-dire qu'une solution qui est fondée sur le pardon et sur une forme alternative de justice n'est pas l'application du droit, mais n'est pas non plus la violation du droit. Il y a là, pour le coup, un interstice entre les deux modes qui laisse justement la place à différentes modalités. Milena Jaksic évoquait aussi la place des justices locales par opposition à la justice internationale qui peut sembler lointaine. Là aussi, le caractère disponible du droit, dans de nombreuses occasions, peut être un moyen de trouver des solutions basées sur un principe de subsidiarité, c'est-à-dire des solutions locales, adaptées aux véritables besoins de la victime, et pas à des règles abstraites qui satisferont seulement quelques diplomates occidentaux. Pour une victime, peut-être que voir l'auteur du crime boire la racine est plus important que de le voir croupir dans une prison à La Haye. En droit international, l'objectif fondamental, le moyen fondamental d'application du droit et de résolution des litiges est ce qu'on appelle la satisfaction. C'est un terme de technique juridique. Le différend est terminé quand les victimes sont satisfaites. D'accord ? C'est tout à fait codifié dans le droit international de la responsabilité. Et si la satisfaction passe de façon routinière, un petit peu standardisée par des modalités de type sanctions pénales, prison, amende, sanctions civiles, indemnisation, réparation, restitution, ce sont seulement des habitudes, ce sont seulement des routines qui sont quand même largement contingentes et auxquelles le droit international permet de substituer une infinité d'autres solutions. Alors, comme le souligne une de mes collègues nanterroises, dire qu'on a une infinité de solutions ne veut pas dire que toutes les solutions sont bonnes. Et peut-être pour tempérer, ça ne veut pas dire qu'on peut absolument échapper au droit. Le droit laisse toujours une place à la négociation, mais met toujours des bornes à la négociation. Deux limites, et je conclurai là-dessus. La première limite, c'est que la dérogation au droit est toujours basée sur le consensus des intéressés. C'est-à-dire que si Israël et Gaza, si la Russie et l'Ukraine veulent sincèrement échapper à certaines règles de droit international par un accord entre eux, et que cette volonté est sincère de part et d'autre, le droit international prend acte de leur volonté et leur permet de déroger aux règles disponibles. Donc, la disponibilité du droit est une ouverture, encore une fois, à la négociation et pas à l'unilatéralisme. Ce n'est pas la liberté pour le plus puissant d'imposer ce qu'il veut au plus faible. Donc, le droit est disponible, mais la condition de la disponibilité, c'est le consentement. Deuxième limite, c'est que toutes les règles de droit international ne sont pas disponibles. Il existe un certain nombre de règles indisponibles, ce sont les règles dites impératives, que les internationalistes appellent, à travers l'appellation jus cogens, et ce sont des règles auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, même si elles sont parfaitement d'accord pour le faire. C'est ce qui explique
que le plan de paix proposé par les États-Unis en février avait été rejeté par toute la communauté internationale et avait fait l'objet de critiques très virulentes par les juristes, en ce sens où il impliquait le déplacement massif de population, ce qui était certainement une violation d'une règle impérative du droit international. Même si l'État palestinien et l'État israélien acceptaient la solution, elle était objectivement inacceptable au regard des règles du droit international. Donc, International Law Matters, oui, assurément, le droit international compte et la paix par le droit est un moyen pertinent de réalisation de la paix, j'en reste convaincu, mais dire qu'il faut appliquer le droit ne veut pas dire qu'il faut faire de la question de la paix une question de légiste ou une question de formalisme dans lequel il faudrait appliquer le droit, tout le droit et que le droit. Le droit est un cadre qui trace certaines limites à l'action des diplomates, mais qui ne remplace jamais l'action des diplomates.